Si vous pouvez couper vos micros, Céline et Pedro, et on va démarrer. Tac. J'espère que tout le monde m'entend bien, a priori oui. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste pour vous dire deux mots avant de démarrer le webinaire. Donc le webinaire est enregistré. Le replay sera disponible et on va vous diffuser aussi plus largement les diapositives. Pour votre information également aussi, vous avez en haut un petit onglet QR pour poser toutes vos questions et on y tâchera d'y répondre donc après les différentes interventions en fin de webinaire. Je vais me présenter également. Donc moi, je suis Céline Schuer, je travaille à l'ADEME, Agence de la transition écologique, et je suis en charge de la gouvernance de l'écolabel européen pour le compte du ministère. Et aujourd'hui, je vais co-animer ce webinaire avec mon collègue Théo Hubert, qui, lui, est en charge du Fonds Tourisme Durable. Voilà. Et donc, pour démarrer le webinaire, je vais laisser la parole à Madame Bortoli, qui est chef du service éco-conception et recyclage à l'ADEME, pour vous souhaiter la bienvenue. Bonne journée, enfin bon webinaire, pardon. Si ça veut bien passer. Tac. Je te laisse la parole, Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour écouter du coup la bonne parole sur le tourisme durable et l'écolabel surtout. Juste un petit mot d'introduction pour vous partager en fait dans quelle politique publique cela s'inscrit, pourquoi l'ADEME est aussi engagée dans cet écolabel. En fait, on a une nouvelle feuille de route depuis le début de l'année sur l'éco-conception, avec vraiment volonté d'accélérer le nombre d'entreprises qui sont engagées dans l'éco-conception. Pourquoi? Parce que on a un objectif que à 5 ans, il n'y ait plus un seul produit ou service qui soit sur le marché français et qui ne soit pas éco-conçu, en tout cas qui n'ait pas réfléchi à la diminution des impacts environnementaux. Et pour ça, on a tout un tas de mesures d'accompagnement qui permettent de démultiplier cette démarche d'éco-conception, et l'écolabel en fait partie. Et l'écolabel qui concerne le secteur du tourisme est particulièrement intéressant comme outil d'accompagnement parce que on sait que 11%, il représente 11% des émissions de gaz à effet de serre, donc on parle de 118 millions de tonnes de CO2 équivalent. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui est fortement impactant de par les transports voyageurs, qui représentent 3/4 de ces 11% d'émissions, mais aussi des installations, hébergement, restauration et des achats sur lesquels finalement l'écolabel apporte beaucoup de façons de diminuer ces impacts. Donc très important qu'on puisse diminuer les impacts environnementaux de ce secteur d'activité. Et donc je vous laisse en compagnie de Céline à l'ADEME qui travaille dans l'équipe pour qu'elle parle finalement de comment on peut, comment l'ADEME accompagne la procédure d'écolabel. Et je vous souhaite un très bon webinaire. À bientôt. Merci, Hélène. Alors, pour reparler un peu plus concrètement de ce qu'est l'écolabel européen, en quelques mots, donc il faut savoir que l'écolabel européen, finalement, c'est le seul label officiel public qui soit porté par la Commission européenne et les États membres. Et ça depuis maintenant plus de 30 ans, puisqu'il a été créé en 92. Et l'objectif de l'écolabel européen, c'était de pouvoir cibler les meilleurs produits et services du marché d'un point de vue performance environnementale. Je voudrais insister là-dessus parce qu'on est vraiment sur un label d'excellence. En gros, on n'est pas sur un outil de massification, mais bien un outil qui vise à cibler les meilleurs produits et services du marché. Souvent, on dit qu'on s'intéresse, qu'on cible les 10 à 20% meilleurs produits et services du marché, pour vous donner une idée. L'objectif derrière, bien, c'est de pouvoir donner une garantie, un repère auprès des consommateurs et des professionnels qui souhaitent consommer plus durablement ou voyager plus durablement.
Et si on pouvait donner, je dirais, deux adjectifs sur l'écolabel européen, ça serait fiable et robuste. Dans le jargon, on dit en gros qu'il est 100% conforme à la norme ISO 14024, qui est en fait la norme des écolabels type 1, qui veut dire qu'il est dans le haut des paniers en termes d'écolabel. Pourquoi? Ben parce que déjà, il est multicritère, il s'intéresse à tout le cycle de vie du produit ou du service, et ça basé sur des faits scientifiques. Quand il y a la création des critères ou la révision, on fait une concertation aussi avec les parties prenantes, que ça soit au niveau français et Europe. Et enfin, très important, pour avoir le droit d'apposer le logo Écolabel européen, il faut une certification par une tierce partie qui soit indépendante. Actuellement, donc, on a 24 catégories de produits et de services qui sont couverts. Vous avez sûrement dû voir des produits dans les supermarchés, hein, ça va des détergents, des papiers, produits d'hygiène, paillage, etc., etc. Et actuellement, on a presque 100 000 produits et services partout en Europe. Je vous ai mis un lien plus bas si vous vous intéressez plus globalement à la dynamique écolabel européen en Europe et en France. Mais en gros, ça augmente de mois en mois et en fait, on voit vraiment une belle dynamique depuis des années sur ce sujet-là, quel que soit le secteur d'activité. Si on recadre plus particulièrement donc l'écolabel européen sur les hébergements touristiques, il va s'intéresser au camping, hôtels, gîtes et chambres d'hôtes. Et l'objectif, donc ça va être vraiment que l'établissement se mette en ordre de marche et fasse une transition écologique via différents critères. Ça va toucher notamment la réduction des consommations d'eau et d'énergie, l'utilisation et l'achat d'énergie renouvelable, l'achat de produits éco-responsables, la valorisation des déchets, la lutte contre le gaspillage et en particulier alimentaire, et la sensibilisation des employés et des clients aux éco-gestes. Après, on va avoir des témoignages et je pense qu'ils seront plus à même de vous parler de l'écolabel comme un outil, mais c'est vrai que les retours terrain qu'on a, c'est que vraiment, on peut se servir de l'écolabel européen comme un outil de management, d'organisation interne, de pilotage pour mettre en place sa transition écologique. Après, on a fait le choix de ne pas trop rentrer dans le détail des critères, donc si jamais vous avez des questions, tous les intervenants sont disponibles pour vous répondre plus globalement après le webinaire sur ces sujets. Et pourquoi on dit que finalement que l'écolabel européen sur le secteur du tourisme, c'est le choix le plus engagé? Eh bien, parce qu'en fait, depuis plusieurs années, l'ADEME mène des études parce qu'on sait qu'il y a la jungle des logos, on a beaucoup de labels, etc. Donc, on mène des études objectives et indépendantes sur les critères, hein. On ne fait pas de la promotion des collabels européens de façon, enfin, parce qu'on s'en occupe, c'est vraiment une étude indépendante et objective. Et sur la catégorie tourisme, en fait, les collabels européens, c'est le seul label qui est classé excellent choix par rapport aux autres labels qu'on peut trouver, que ça soit sur les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes et camping. Et donc, voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est vrai qu'avoir l'écolabel européen, clairement, il s'adresse aux établissements qui ont un haut niveau d'ambition d'un point de vue environnemental. Encore une fois, on n'est pas sur un outil de massification. L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant les meilleurs hôtels, gîtes et chambres d'hôtes du marché. Je vais vous dire en quelques mots quelques avantages, mais encore une fois, je pense que les témoins seront plus à même de vous fournir des informations de pourquoi ils se sont engagés dans cette démarche et quels sont les avantages derrière cette labellisation. Mais c'est vrai que déjà d'avoir une reconnaissance officielle en termes de certification européenne, ça permet vraiment de mettre en avant votre établissement et ça peut améliorer aussi votre image de marque et votre réputation, que ça soit en termes au niveau de vos clients ou au niveau de vos partenaires. Et vous pouvez voir le petit logo à droite et Sylvia, on a la chance donc d'avoir Sylvia Ferratini de la Commission européenne qui conclura le webinaire et qui pourra vous parler notamment des nouvelles réglementations en matière d'allégations environnementales et de labels pour lutter contre le greenwashing. Et en fait, en gros, la France et la Commission européenne va faire un peu la chasse aux allégations environnementales et aux labels qui ne sont pas très rigoureux. Et le fait d'avoir l'écolabel européen, finalement, ça peut vous assurer de pouvoir continuer à promouvoir vos actions en matière d'environnement de façon fiable, comme sur le logo optionnel que vous pouvez mettre sur vos outils de communication. Et vous êtes sûr que ça ne disparaîtra pas dans les prochaines années et qu'il restera, de par le fait que ça soit un label porté par l'Europe.
Plus globalement, la reconnaissance, je vous ai aussi mis ce chiffre, la reconnaissance du label en France. Donc 73% des Français connaissent le nom ou le logo de l'écolabel européen. C'est une étude qui date un peu de 2020, mais globalement, on a une très bonne reconnaissance du logo, que ce soit en Europe ou en France. Un intérêt aussi pour obtenir l'écolabel européen, c'est de pouvoir attirer des nouveaux clients, puisqu'on sait qu'il y a de plus en plus de voyageurs qui sont enclins à choisir des hébergements qui soient plus respectueux de l'environnement. Et ça permet aussi d'avoir un aspect de différenciation par rapport à la concurrence. Peut-être que dans les prochaines années, ça sera même discriminant, on ne sait pas. En tout cas, on voit que les plateformes de réservation en ligne, finalement, se mettent aussi en ordre de marche par rapport à cette demande croissante. Et que ça soit TripAdvisor, Booking ou Last Minute, maintenant, ils mettent de plus en plus en avant les établissements écolabel européens. On a même un filtre sur Booking. Et ça, pareil, c'est fait en fait en partenariat avec la Commission européenne. Je crois que Sylvia redira deux mots en conclusion. Mais en tout cas, on travaille avec ces plateformes-là justement pour mettre en avant les établissements qui se mettent en ordre de marche sur cette transition écologique. Des avantages économiques. Effectivement, comme on est sur un label public, l'ADEME peut vous donner des subventions pour vous aider à l'obtention de ce label. J'y reviendrai en fin de webinaire, donc restez connectés. Et aussi des réductions de coûts opérationnels, puisqu'effectivement, mettre en place des actions en matière d'efficacité énergétique ou de réduction de consommation d'eau, ça permet de diminuer les coûts et nos témoins en reparleront plus tard dans leur présentation avec des exemples concrets. Acteurs de la transition écologique, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, je vais passer vite, mais bon voilà, ça permet vraiment que votre établissement réduise son empreinte écologique et aussi tout ce qui est pollution locale, ce qui est notamment très important dans le cadre du tourisme. Et vous pouvez aussi devenir acteur de la promotion d'un tourisme plus durable. Et enfin, pour finir, voilà, on sait que des clients qui ont eu une expérience de séjour responsable améliorée aura plus tendance à revenir et à faire une bonne promotion de votre établissement, euh, que ce soit sur les plateformes ou de bouche à oreille. Donc, on estime aussi que ça permet d'avoir une fidélisation du client et une expérience de séjour améliorée. Ah oui, voilà. Puis je voulais aussi vous remettre des chiffres de l'enquête Booking qui traduit aussi cet intérêt croissant des voyageurs pour voyager de façon plus durable et de choisir aussi des établissements écolabellisés. Donc on voit qu'il y a aussi des augmentations par rapport à 2022. Donc on va dans le bon sens, en tout cas, au niveau d'un voyage plus responsable. Et ça se traduit aussi au niveau des chiffres. Donc ça, c'est les certifiés écolabel européens en France. C'est vrai que bon, pendant le Covid, on a vu que ça s'était un peu tassé, mais là, on voit qu'il y a à nouveau une belle pente, une belle tangente ascendante. Et en fait, on continue aussi, hein. Là, on voit qu'il y en a un certain nombre qui sont encore en phase de certification. Puis on a des nouveaux dossiers aussi de demande d'aide qui arrivent tous les jours pratiquement. Donc on pense qu'on va arriver comme ça, on va continuer cette pente ascendante en termes d'hébergement écolabel européen. Donc on est très fiers de ces résultats. Un certain nombre d'hébergements ont effectivement pu bénéficier des aides de l'ADEME, donc il ne faut pas hésiter, en tout cas si vous vous lancez dans la démarche, à nous solliciter. Et voilà, vous avez bon, d'autres informations que vous pourrez retrouver quand on vous enverra la présentation, le nombre de certifiés, la typologie, gîte, etc. et par région. Et je vais laisser la parole à Céline Montero de la Ligue de l'enseignement. Merci. Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée. Donc Céline Montero, je suis responsable du pôle tourisme durable donc au sein de la Ligue de l'enseignement. Je ne sais pas comment ça se passe pour passer les slides. Est-ce que oui, Céline? Alors, on a perdu Céline quelques instants, elle ne devrait pas tarder. D'accord. Probablement une coupure de Wi-Fi. Excusez-moi, La voilà. j'ai eu un problème technique. Alors, Je demandais attendez. si Céline, si c'était toi qui faisais passer les Oui, slides. pardon, c'est moi qui fais passer ça. Je suis vraiment désolée. D'accord. Je remets tout de suite. Tac. Alors. Donc, l'enregistrement est toujours en ligne. Je partage. Je suis vraiment désolée. Pour.
Tac, tac. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, du coup, tu peux passer à la suivante. Merci. Je me Désolée. suis présentée. Du coup, pour vous dire donc une petite présentation rapide de qui on est à la Ligue de l'enseignement. On travaille donc on est un mouvement d'éducation populaire. On travaille dans plusieurs champs d'accompagnement de la société, dont le tourisme social. Et dans ce secteur tourisme social, on gère environ 110 établissements dans toute la France. Donc des établissements qui accueillent principalement des publics enfants en colonie de vacances ou en classe de découverte. On a un des plus gros opérateurs et organisateurs de classes de découverte et surtout de colo. Et puis, on reçoit aussi des publics familles en vacances et puis quelques groupes moins, comment dire, quelques groupes plus spécifiques comme des séminaristes et puis des groupes constitués comme des randonneurs, des sportifs, des motards, etc. Et donc voilà, ça c'est vraiment le cœur de nos clientèles, donc assez diversifié. On travaille, on défend les valeurs du tourisme social. Je vous en avais mis quelques-unes sur la slide d'avant que vous avez peut-être pu regarder. Et du coup, voilà. Donc, le respect, le partage, la passion, l'inclusion, la responsabilité, c'est vraiment au cœur des projets des vacances qu'on propose autour de 3 marques. Donc, c'est la slide d'après. Des 3 marques que sont Vacances pour tous autour de l'accueil des enfants en vacances, des colos, et Vacances Passion autour des publics familles et séjours éducatifs que j'ai pas mis sur la slide pour pas trop charger autour des classes de découverte. Et donc les 3 promesses de nos marques sont les mêmes autour de 3 grands champs que sont donc l'accessibilité, donc tous sans exception, accessibilité physique, sociale, financière, l'épanouissement, de venir en vacances pour passer des bons moments, s'épanouir, être heureux, voilà, et s'émanciper. Et puis tout secteur, c'est autour de l'éco-responsabilité. Je voulais vous présenter ça pour dire qu'on a vraiment mis d'un point de vue de l'organisation vraiment comment dire, l'éco-responsabilité au cœur en fait de l'offre de nos séjours. Et ça, c'est important parce que je vais vous l'expliquer après. Ça donne le mandat de pouvoir travailler avec nos établissements sur ces sujets-là. Voilà, on peut aller à la suivante. Alors, pourquoi on s'est engagé dans l'écolabel européen? On travaille dans notre réseau sur le développement durable depuis 1992, la conférence de Rio. Et avant, on avait un label environnement qui s'appelait CED, ça veut dire Citoyenneté, Environnement, Développement durable, qu'on avait co-élaboré en interne et qu'on a fait vivre pendant 25 ans dans nos établissements. Et puis, en 2017, on s'est dit qu'il fallait le refondre, ce label, parce qu'il correspondait plus à la demande de nos directeurs et directrices d'établissement, de notre réseau dans son ensemble. Et on a engagé un travail d'analyse de ce label qui était bâti sur un agenda 21 et puis, enfin, sur le format d'un agenda 21. Et on a réalisé un benchmark des labels du tourisme durable, un petit peu ce que Céline vous a présenté avant. Et on est arrivé aux mêmes conclusions que ce qui vous a été présenté en interne, à savoir que l'écolabel européen était le label qui avait la promesse marketing la plus forte, qui était une des attentes de nos directeurs et qui répondait vraiment à tout ce qu'on attendait en termes de fiabilité, d'excellence et puis de reconnaissance. Donc, on a vraiment choisi de s'engager dans ce label. Et en même temps, on a eu la chance de rencontrer Céline Scheuer et puis donc de l'ADEME et Laure Garcia, que vous allez entendre après, et qui coordonne l'écolabel au sein de l'AFNOR au niveau national. Et donc, ça a permis de développer un partenariat avec l'AFNOR qui nous a soutenus techniquement pour la compréhension du référentiel, pour se former aussi, pour comprendre les tenants, les aboutissants, le contenu, les attentes, rentrer aussi dans les méandres de l'écolabel qui sont avec des fois des questionnements, voilà, des zones
d'ombre, enfin, non, c'est pas d'ombre, mais des interprétations qui nécessitent d'être clarifiées. Voilà. Donc, on a eu tout cet appui technique de la part de l'AFNOR et puis l'appui financier de l'ADEME qui nous a permis de recruter une chargée de mission, moi, et puis de relancer une animation de réseau pour pouvoir animer et embarquer un maximum de nos établissements dans cette aventure. Et donc, en 2024, on a écolabellisé en 3 ans 31 établissements. Donc, c'est pas rien parce que voilà, c'est une grosse aventure, mais qui a été permise par ce partenariat gagnant-gagnant et où on a vraiment pu poser les conditions de réussite de la mise en œuvre du déploiement de cet écolabel au sein de notre réseau. Et on a encore, voilà, on continue l'accompagnement, on est en cours puisqu'on est loin d'avoir écolabellisé nos 110 établissements, mais on en a encore une dizaine là qui sont en cours d'accompagnement et qui devraient être écolabellisés d'ici 2025. On va être bientôt une quarantaine d'établissements dans la dynamique. Donc on peut passer à celle d'après, Céline. Donc, comment on s'y est pris pour déployer l'écolabel et accompagner nos établissements? Donc, moi, je vous parle de la dynamique de réseau, puisque, en fait, vous avez compris, on est quand même une grosse machine. Et donc, il a fallu appuyer sur plusieurs boutons en même temps pour que ça fonctionne. On a réalisé, en fait, on se l'est dit après coup, on ne l'a pas vraiment identifié au moment de se lancer, que finalement, ce qu'on a fait depuis 3 ans, c'est une sorte de recherche-action informelle, empirique, mais qui nous a permis de tester des choses et de voir à quelles conditions l'écolabel pouvait être un outil, un levier d'accompagnement du changement en faveur de la transition écologique dans notre réseau. Et servir un peu d'effet d'entraînement pour aborder d'autres aspects de la transition écologique. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous détailler assez rapidement pour que vous en mesuriez les grandes lignes. Donc, on a testé des modèles d'accompagnement du changement des organisations. Je ne vais pas rentrer là dans le détail, mais ça a été assez théorisé, comment on accompagne le changement. Ça a été un des grands enseignements de notre premier label CED, où on n'avait pas travaillé sur ces modèles-là. Et du coup, on s'est trompé. On a fait beaucoup d'erreurs. On a passé beaucoup d'énergie à accompagner, puis finalement, à ce que ça ne fonctionne pas. Et donc, ça a été très fort et très enrichissant ces 25 ans et surtout tout le travail d'analyse qu'on a fait pendant 4 ans avec notre réseau pour en tirer les enseignements. Et donc, ces modèles d'accompagnement du changement, c'est un peu nouveau pour nous et on a pu tester plein de choses intéressantes qui ont permis voilà, de modéliser les conditions de réussite. Il faudrait 2 heures pour expliquer pour expliquer le détail de ce que je viens de vous dire. Un autre point important, c'est le portage politique et le mandat. C'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir déployer l'écolabel dans notre réseau, il a fallu qu'on installe une ambition politique qui n'était pas forcément installée, parce que nous, en tant que mouvement d'éducation populaire, la transition écologique n'était pas au cœur des valeurs qu'on défendait. Et donc, on a travaillé après, encore une fois, CED, et avant de le relancer dans un nouveau label, on a travaillé à installer un projet, une ambition politique. Et donc, ça a donné lieu à la rédaction d'un texte qui s'appelle Habiter ensemble un monde commun, qui est en fait le cadre de référence de la transition écologique au sein de notre mouvement. Et ça, c'est vraiment important. Je voulais le pointer parce que s'il n'y a pas d'ambition politique, ça génère de la confusion, il n'y a pas de vision partagée du projet. Et ça, c'est important et cette approche-là, elle est aussi importante à tous les étages de l'organisation. C'est-à-dire que là, on a ce texte qui a été voté à l'Assemblée générale en 2021, qui est vraiment un cadre national et qui ne vaut pas que pour le tourisme social, mais aussi tous les autres champs de la Ligue de l'enseignement. Et on a aussi... ça se décline à tous les étages, jusque dans le critère 1 de l'écolabel, quand on travaille la politique environnementale. La politique environnementale, c'est vraiment poser la vision dans la structure. Donc, c'est fractal, et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et c'est peut-être le conseil que je donnerais à tous les gens qui veulent se lancer, c'est vraiment de travailler la vision et de co-construire ça, parce que ça donne de la clarté sur là où on veut embarquer tout le monde.
Ensuite, on a créé un groupe de travail national. Donc ça, c'est notre pratique en tant que mouvement d'éducation populaire de travailler en intelligence collective. Et donc, on a une dizaine, moi je travaille avec une dizaine de personnes de mon réseau qui sont issues de fédérations départementales et qui on a travaillé à tester donc l'outil Écolabel et à formaliser, à identifier en fait les conditions de réussite de la mise en œuvre de l'Écolabel. Donc, je voulais vous en partager deux. On en a identifié plein, mais il y en a deux qui sont importantes pour se lancer. La première, c'est qu'il faut à peu près 500 heures de travail pour déposer un dossier Écolabel. Donc ça, il faut l'avoir en tête. 500 heures de travail, c'est pas rien. Et dans des structures, notamment les nôtres, mais je pense que c'est le cas pour plein de structures de tourisme, où on est un peu en flux tendu en termes de main-d'œuvre. Et du coup, on n'a pas forcément du temps. On n'a pas forcément 500 heures en moyen constant à consacrer à une écolabellisation. Donc, c'est important en termes de ressources humaines de se dire, voilà, sur à peu près 1 an et demi, où est-ce que je vais aller chercher, comment je vais m'organiser pour dégager 500 heures de travail de moi, de mes collaborateurs, ou éventuellement, nous, c'est ce qu'on a fait. On a embauché des pilotes. En fait, on a créé ce poste de pilote grâce au soutien de l'ADEME, au fonds de relance, tourisme durable à tremplin. On a pu embaucher dans les structures des pilotes. Alors, ils ont des profils tout à fait singuliers. Et on a accompagné et formé les pilotes à aller... qui venaient en soutien du chef de projet, qui est le directeur et directrice d'établissement, pour la constitution du dossier. Et la deuxième condition de réussite, c'est un peu lié à la première, c'est le financement. C'est qu'à minima, il faut provisionner 15 000 euros pour pouvoir aller à l'écolabel, c'est-à-dire les 500 heures de travail, de temps de travail, et à peu près 2 000 euros de coûts de certification. Si à la louche, je pense que Laure leur précisera tout à l'heure lors de l'AFNOR sur voilà, précisément les coûts. Mais voilà, grosso modo, si on veut aller à l'écolabel, c'est vraiment le mandat politique, l'ambition, clarifier la vision, dégager 500 heures de travail et puis avoir le financement qui va avec. Le quatrième point que je voulais mettre en avant, c'est l'approche systémique dans l'organisation. C'est qu'en fait, c'est aussi un autre enseignement de CED. C'est-à-dire que sur notre époque CED, on accompagnait les structures. Mais on ne s'était pas posé la question de tout l'écosystème, en fait, lié à notre réseau de structures d'établissements touristiques. On a un système où on a des commerciaux, on a un secteur communication, voilà. Il y a en fait plein de secteurs qui gravitent autour des établissements. Et là, on a travaillé à embarquer tout le monde euh, et à fédérer autour de ce projet. Donc, il y a le travail... voilà, et donc l'accompagnement, c'est pas que accompagner les établissements, mais c'est aussi accompagner tous les acteurs qui gravitent autour du secteur tourisme pour pouvoir faire culture commune et embarquer tout le monde dans dans la même dynamique. Et Céline, puis, je te coupe 2 minutes. Est-ce que tu penses pouvoir accélérer un tout petit peu sur oui, la j'ai fait 15 minutes. non, 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 mais ça se rapproche. D'accord. Non, mais c'est bon, Pour j'ai te presque pas l'air terminé. En pesant. fait, j'ai qu'une slide Pardon. après. Ça Ok, va parfait, aller. merci. Je pense que ça va être bon. Donc, l'autre point que je voulais mettre en avant sur les modalités de déploiement de l'écolabel, c'est l'animation de réseau. C'est-à-dire qu'on a accompagné nos centres individuellement à l'écolabel avec l'accompagnement au cahier des charges, à la formation à l'accompagnement du pilote, mais on a aussi mis en place à côté des actions de montée en compétences, donc de formation de nos personnels, et puis des actions collectives pour mutualiser la réponse aux critères. Par exemple, on a créé un kit de communication sur les éco-gestes en interne. On a retravaillé notre Mercurial. La Mercurial, c'est le catalogue d'achat à des tarifs négociés nationalement, etc. Donc voilà, et tout ça, ça embarque vraiment tout le monde dans une dynamique assez stable, enfin, voilà, qui semble assez pérenne et puis solide. Et donc, là, on est dans une stratégie de maintien et d'essaimage de notre projet dans le réseau, puisqu'on commence à avoir le retour d'expérience des premiers centres qui ont été écolabellisés il y a 3 ans, avec vraiment l'intérêt aussi de bien maintenir cette animation de réseau pour tenir la dynamique dans le temps. Donc, ma dernière slide.
qu'est-ce que ça nous a apporté l'écolabel? La reconnaissance marketing, mais aussi territoriale et institutionnelle. Donc là, elle l'a bien expliqué, Céline, dans sa présentation. Et donc, nous, on peut que témoigner que c'est vrai. En fait, ça fonctionne. Et on a à la fois sur les projets de rénovation pour aller chercher des financements d'aide à la pierre, le fait d'être écolabellisé, c'est un vrai plus au niveau des institutions locales, territoriales. Je pense aux conseils régionaux, par exemple. Et puis voilà, en termes de lisibilité externe, les retours de nos partenaires, c'est vraiment que l'écolabel, c'est un label d'excellence et que, en fait, ils sont très en confiance dans des partenariats avec nous parce qu'on est écolabellisé et que ça leur garantit vraiment que c'est une approche de qualité. Ça donne aussi vraiment un cadre d'accompagnement légitimant, structurant et fédérateur. C'est vraiment l'idée que, en fait, ça met sur des rails et ça structure en fait une démarche et ça la rend, comment dire, ça rend lisible en fait les différentes étapes et du coup c'est très rassurant et engageant et facilitant. Et puis, l'écolabel, on le voit, nous, dans notre réseau, comme un peu une stratégie de pied dans la porte. Alors, quand bien même on dit que c'est un label difficile, d'excellence à atteindre, etc., avec, c'est vrai, il y a 22 critères obligatoires à obtenir, et ben, en fait, on se rend compte quand même qu'on est quand même dans une logique d'atténuation et que la réalité, c'est que c'est loin d'être suffisant pour répondre aux enjeux environnementaux. Donc, dans nos stratégies plus globales de transition écologique, l'écolabel, c'est un pied dans la porte pour se mettre tous en marche de manière structurée dans cette dynamique. Et ça va être l'opportunité ensuite de pouvoir, une fois qu'on a installé cette culture, aller encore plus loin et travailler sur d'autres sujets de la transition écologique parce que l'écolabel aborde pas tous les aspects dans un centre de vacances. Je pense notamment chez nous à l'offre éducative qui n'est pas du tout abordée dans l'écolabel et qui est pourtant, nous, notre cœur de métier, ce qu'on offre à nos séjours, l'expérience qu'on leur offre à nos clients, pardon, dans nos séjours. Voilà. Après, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on a un retour d'expérience de nos centres en termes comment dire, de gains financiers. Et j'ai un centre qui a fait des calculs assez précis. Alors, j'ai pas des statistiques globales, mais c'était un centre qui était déjà assez engagé, très engagé depuis longtemps sur la transition écologique. C'est le château de la Tour-Molière dans le Maine-et-Loire. Et lui, depuis 3 ans d'écolabel, il a observé qu'il a réduit de 30% sa consommation d'énergie, donc en kilowattheure. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est pas je suis débutant et je fais les premières actions, c'est je suis déjà confirmé et avec l'écolabel, j'ai encore gagné 30%. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Ça veut dire que quand on est débutant, on peut vraiment faire des marges intéressantes. Et sur les produits d'entretien, en retravaillant sur ces pratiques de ménage, en achetant des Vapodil, c'est pour nettoyer à la vapeur sèche, il a gagné 10% sur ces produits chimiques. Voilà, donc c'est aussi des gains intéressants, des gains financiers intéressants. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'écolabel. Vraiment pour nous, en tout cas, un partenariat gagnant-gagnant et une dynamique très, très intéressante pour engager une transition écologique sur la durée et mobilisatrice. Voilà. Et nous, notre défi maintenant, c'est de continuer à écolabiliser notre réseau et à garder cette dynamique dans le temps et à maintenir nos partenariats. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Céline. Du coup, je vais laisser la parole à Pedro et Margot pour un deuxième témoignage. Merci beaucoup Céline et merci pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir vous partager une vision plutôt axée sur le projet en ce qui me concerne. Et après, nous allons parler avec Margot que nous avons pu accompagner dans le cadre de l'obtention de l'écolabel par un ensemble d'hôtels parisiens qui sont sous le chapeau d'une collection qui s'appelle Elegancia Hotel. Donc nous y viendrons un peu plus tard dans la présentation. Donc moi je vais me concentrer sur la vision projet, comment est-ce qu'on mène ce genre de projet et quelles sont nos convictions pour que ça fonctionne bien. Donc on peut avancer dans la présentation.
Je vais revenir quand même sur un point partagé par Céline sur les 500 heures de travail. Alors, c'est vraiment relatif parce que les heures de travail varient en fonction du type de structure et ça me permettra déjà de rentrer dans le sujet. Nous, grosso modo, ce qu'on fait, c'est que un consultant passe à peu près 12 jours entre 12 et 15 jours sur le projet et on attend pratiquement la même chose des équipes internes, ce qui fait à peu près 30 jours de travail au total. Ça pour des hôtels qui vont entre 20 et 30 et 60 chambres. C'est le type d'hôtel qu'on a principalement accompagné, des 3 et 4 étoiles. On a maintenant aussi des 2 étoiles, mais on dira que 15 jours partagés entre conseils, donc accompagnement et mise en place sont suffisants dans les modalités que je vais vous présenter maintenant et en suivant ce type de méthodologie de gestion de projet. Alors, nos convictions, c'est qu'une bonne répartition des jalons dans un projet commence par tout de suite commencer par diagnostiquer ce qui se passe sur place, donc quel est l'existant sur le site. On va dans un hôtel, on regarde ce qui existe, on le compare au référentiel et on fait tout de suite un état de la situation et un état des écarts face au référentiel. Donc tout ça, c'est réalisé avec le directeur par des entretiens, par l'évaluation de ce qui existe sur site d'un point de vue technique, par exemple, mais aussi les procédures, l'ensemble de la documentation qui peut correspondre au suivi de la maintenance ou la documentation des différents dispositifs techniques. Puis, à partir de là, et en fonction des ambitions de l'hôtelier, on va définir un plan d'action. Et la mise en place, le déploiement de ce plan d'action, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Normalement, on est à peu près sur 7-8 mois pour mettre en place ce plan d'action. Donc, un hôtel qui s'y prend tout seul, il mettra évidemment beaucoup plus de temps parce que l'objectif ici, c'est de faire des réunions fréquentes avec l'hôtelier, pouvoir s'assurer que le plan d'action est suivi correctement, c'est-à-dire qu'il est interprété de manière à que chaque critère soit respecté vraiment de manière robuste et qu'il n'y ait pas de soucis lors de l'audit final. On est là également pour faire des propositions sur les différentes options face à chaque critère. Un critère, il peut être interprété des diverses façons et peut donner lieu aussi à différentes options. Donc, ces options sont identifiées, les solutions dédiées sont aussi identifiées et tout ça facilite la vie à un hôtel. Évidemment, si un groupe il a déjà fait ça sur 20 hôtels, il a déjà industrialisé le processus, il peut aussi très bien le faire tout seul parce qu'il aura déjà ce retour d'expérience. Par contre, pour se lancer, c'est vrai que ça peut être compliqué de ne pas avoir une vision sur toutes ces options et ces solutions. Et finalement, ce qui est important aussi, c'est de questionner l'écolabel face à la stratégie. Pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que ça va apporter à mon plan d'affaires, à mon modèle d'affaires? Comment est-ce que j'intègre toutes ces nouvelles dimensions environnementales et parfois un peu sociales dans le modèle d'affaires que j'ai actuellement? Donc, questionner ce modèle d'affaires et aligner l'écolabel d'un point de vue stratégique pour retirer le maximum d'opportunités de ce qu'il peut offrir est vraiment important. Pas juste le déployer pour le déployer en respectant des critères et en cochant des cases. Je pense que ça, c'est pénible. Et en plus, à la fin, la valeur, on va perdre une bonne partie de la valeur de ce qu'on pourrait retirer s'il y a un vrai questionnement stratégique. Et finalement, après 7-8 mois, on va travailler sur l'audit à blanc. C'est-à-dire qu'on va préparer l'hôtel à simuler un audit sur site, comme si nos collègues de l'AFNOR étaient là. On va se mettre en condition d'audit réel et on va regarder si tout est correct. Si tout est correct, là, on va soumettre le dossier à AFNOR qui viendra dans les 2 mois qui suivent. Normalement, c'est le temps le délai qui nous est proposé, réaliser la certification. Et donc, on va aboutir à peu près à 1 an entre le moment où on a débuté le projet, donc le diagnostic sur site, et la labellisation par AFNOR. Donc, on peut avancer sur la slide suivante. On va rentrer un peu plus dans le détail. S'il y a quelque chose vraiment d'important à prendre en compte, c'est que l'écolabel a une partie administrative
qui n'est pas négligeable. Et une des premières étapes qui ne concerne pas directement l'écolabel, mais qui favorise fortement sa mise en place dans un hôtel, c'est toutes les incitations publiques. Évidemment, il y a des personnes qui sont convaincues par l'écolabel, qui sont convaincues par l'hôtellerie durable. Par contre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et le coup de pouce ou le très gros coup de pouce offert par l'ADEME est très important. Dans le cas des projets que nous réalisons, nous débutons notre projet par une demande de subvention lorsque l'hôtel est éligible. Pardon. Mais Céline Scheuer, je pense qu'elle rentrera un peu plus dans le détail pour expliquer si un hôtel est éligible ou pas. Pardon. Donc, on peut avancer au fur et à mesure. Pour donner un peu plus de détails sur la décomposition du projet en différentes phases, qu'on essaye de faire en sorte qu'elle soit équilibrée. Tout d'abord, pour donner de la visibilité à l'hôtelier et aux équipes, dès qu'on commence le projet, ils savent quels sont les différents jalons pour arriver au bout, et en même temps, pour lisser la charge sur l'ensemble du projet, pour pas débuter très lentement et après, à 2 mois de la fin du projet, se dire, mais en fait, j'ai tout à faire. Donc, ce qu'on fait, c'est découper vraiment le projet en plusieurs phases équilibrées qui font sens, et généralement en commençant par là où on peut avoir le plus de valeur pour aussi mobiliser en interne. On commence par les choses qui sont les moins difficiles, qui créent le plus de valeur, de façon à créer un certain engouement et à donner aussi l'envie aux personnes en interne de travailler dessus. Donc la première étape concerne la maintenance générale. On fait un inventaire de ce qui existe à l'hôtel. On regarde si tout est bien maintenu, tout est bien entretenu, et on se focalise directement sur les consommations d'énergie. C'est un des enjeux pour les hôtels, pour les hôtels ou les autres sites d'hébergement, maîtriser ces consommations d'énergie. Et pour donner du sens à tout ça, on se lance sur une fresque du climat. Donc, toutes les personnes qui ont été accompagnées, tous les hôtels, tous les sites d'hébergement qui ont été accompagnés par nous, passent par un atelier d'une demi-journée de sensibilisation qui permet à tous de sortir de là vraiment avec une compréhension globale de ce qui se passe sur la planète et pourquoi c'est important de penser à l'écologie, de penser au climat, au-delà de tous les enjeux business, évidemment, qui ont été discutés, mais c'est pas que pour ça, évidemment, que l'écolabel sert, et donc on veut donner une vision sur les enjeux globaux. Donc on peut avancer. La deuxième phase concerne l'eau. Donc, c'est une autre dimension importante de l'écolabel et les déchets. Donc, on va s'attaquer aux consommations d'eau, autant par les éco-gestes que par l'installation de petits objets techniques qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces, comme par exemple des mousseurs qui seront ajoutés sur l'ensemble des robinets si c'est nécessaire. En fait, on ne va pas mettre des mousseurs partout, mais imaginez que vous avez des robinets à 15 litres de débit par minute, c'est énorme. Avec un mousseur ou deux, vous pouvez le réduire de moitié, ce qui apportera un impact considérable dans vos consommations d'eau. Donc, on peut poursuivre. La troisième étape concerne principalement les critères optionnels. Donc, on va se poser des questions sur comment est-ce que les critères optionnels permettent d'aller encore plus loin dans cette première optimisation qu'on a faite en phase 1 et 2, autant sur l'énergie, sur la consommation et des déchets. Et on va mettre aussi des processus en place, par exemple pour le changement des draps, le changement des serviettes, le tri. On va documenter des processus et à l'étape suivante, on va évidemment former les personnes à l'ensemble des nouveaux processus qui auront été mis en place pour optimiser toutes ces consommations, mais aussi la production de déchets. Sans oublier les achats plus responsables, évidemment, avec une forte promotion du bio, de l'équitable et du local, par exemple pour les petits déjeuners notamment. Et finalement, tout ça se termine avec la documentation de la politique environnementale qui part évidemment d'une vision au départ, mais qui se construit au fur et à mesure du projet. On ne part pas au départ du projet avec une idée claire
de la politique environnementale qui sera mise en place, mais c'est en avançant, c'est en faisant que tout ça va se construire, que les gens vont donner du sens à ce qui est en train d'être fait. Et à la fin, une fois que tout le monde a adhéré à ces nouvelles pratiques, la politique environnementale vient couronner le tout et sera affichée à l'hôtel, elle sera sur le site internet, elle sera communiquée aux clients. Et évidemment, toute la formation sera réalisée une fois que les grandes décisions auront été prises, car chaque formation est vraiment spécifique à l'hôtel, car chaque hôtel s'approprie différemment l'écolabel européen. Et finalement, une fois qu'on a terminé le projet, on est reparti pour 2 ans. Et là, on définit un plan d'action pour se donner les ambitions à 2 ans, avec tout un ensemble d'actions qui vont permettre de réaliser ces ambitions avant, du coup, le renouvellement de l'écolabel. Une fois que vous l'avez obtenu, 2 ans après, vous le renouvelez. Et entre-temps, il y a un plan d'action précis à mener. Très bien, on peut poursuivre. Juste pour vous donner quelques exemples d'outils de gestion de projet, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous montrer que ce type de certification exige vraiment une organisation en mode projet. Et vous avez un outil qui est vraiment très bien proposé par l'ADEME, qui est l'Ecolabel Toolbox, que nous utilisons systématiquement avec nos clients et qui donne lieu à des retours très positifs. Donc cet outil va vous permettre de mettre en place le plan d'action, généralement avec le consultant ou tout seul si vous n'êtes pas accompagné. Et tout ça va donner lieu au planning. Donc à partir du plan d'action, vous pouvez construire votre planning. Comme je vous disais, les fresques du climat sont organisées sur site. Les formations sont en ligne par l'intermédiaire d'une plateforme, mais également vous pouvez organiser les formations directement par vos soins. Et pour faciliter la tâche de tout le monde, évidemment, nous avons tout un ensemble de livrables qui sont standards, par exemple pour faire le pilotage des consommations, des chartes environnementales avec des templates qui sont déjà définis, des templates aussi pour pour documenter l'ensemble des procédures et les afficher dans les parties qui sont dédiées au personnel. Et on a bientôt fini. Ouais. Avant Merci. de passer à Margot. Voilà. Je vous invite pour cette partie-là, qui est une partie très intéressante. On a fait un rapprochement des impacts obtenus sur les projets que nous accompagnons, des objectifs du développement durable. Donc, toutes ces choses-là sont dans notre rapport d'impact que vous pourrez retrouver sur notre page LinkedIn, donc de Swarm Initiative. Et on va passer directement à Margot qui va pouvoir nous partager aussi son retour d'expérience du projet qu'elle a pu suivre indirectement chez Elegantia. Donc Margot est associée directrice des opérations de la collection d'hôtels Elegantia et cette collection a déjà 15 hôtels certifiés Ecolabel et 3 hôtels qui sont en cours. Donc, merci Margot, Pedro. et on peut avancer. Il y a une slide pour introduire le sujet parce que tout le monde ne connaît pas Elegantia. Encore un. Et voilà, donc Elegantia, c'est ça. Quelques Et mots tu effectivement pourras pour présenter Elegantia. Ouais. Donc nous, on est situé à Paris, on est une société de gestion hôtelière, donc notre métier, c'est à la fois de penser, concevoir des projets hôteliers et de les gérer sur l'ensemble des aspects de l'exploitation, donc de la gestion, des RH, la commercialisation au marketing. Donc on englobe vraiment tout ce spectre. Nos clients sont des clients différents. On travaille avec des fonds d'investissement, on travaille avec des propriétaires indépendants qui nous confient leurs hôtels ou des familles qui nous confient leurs projets hôteliers. Donc, voilà pour la présentation rapide d'Elegantia. J'essaie de faire assez vite puisque je crois que tout est timé. Est-ce que tu as une slide après, Pedro, ou est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur votre expérience ? Non, l'idée, ce serait du coup maintenant qu'on a vu ce qu'est Elegantia, mais pourquoi du coup Elegantia s'est lancé dans l'écolabel. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
bien sûr. Donc, nous, on s'est lancé dans l'écolabel. Alors, je vais essayer de ne pas paraphraser Céline qui a effectivement donné ses objectifs en introduction, qui recoupent exactement ceux d'Elegantia. Déjà, il y avait une volonté de s'inscrire dans un projet qui, je pense, est assez incontournable aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait envie d'apporter un souci de cohérence à la fois à nos clients. Donc, nos clients, ils sont doubles. Il y a les clients qui séjournent dans nos hôtels, qui sont effectivement sensibles à ce sujet et pour qui l'engagement écolabel devient un vrai critère de choix hôtelier. Et puis, nos clients qui nous confient leurs hôtels, donc les investisseurs qui exigent aussi maintenant, les fonds d'investissement avec lesquels on travaille, exigent d'avoir un vrai suivi sur l'engagement écolabel de nos hôtels. Et puis aussi pour notre troisième public, qui sont les collaborateurs, c'est-à-dire que c'était un moyen aussi pour nous de démontrer aux collaborateurs qu'on avait une démarche responsable dans la gestion de nos exploitations hôtelières. Donc ça, c'était le pourquoi. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit au niveau du volume de travail, parce que heureusement que nous, on a été accompagnés, en l'occurrence, par Pedro et ses équipes, parce que je pense que dans mon approche au tout début de projet, il y a un ratio de 1 à 3 sur le volume de travail que ça représente pour pouvoir se faire certifier. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce volume qui démontre aussi que ce n'est pas si simple que ça, que finalement, il y a un certain nombre de critères à prendre en compte pour pouvoir être certifié écolabel. Et quelque part, ce planning qu'a démontré Pedro tout à l'heure, qui se déroule sur plusieurs mois, permet aussi d'assimiler les différentes prises de conscience. Je pense que ça fait le lien avec peut-être une des difficultés que nous, on aurait pu rencontrer au tout début. C'est ces niveaux de maturité différents de nos publics sur l'engagement écolabel. Et donc, il a fallu aussi convaincre, qu'il a fallu démontrer que c'était un projet qui avait du sens. Et donc, quelque part, cette maturité, elle se peaufine au fil des mois. Donc, ce projet qui dure est aussi important, je pense, pour vraiment qu'il y ait un engagement des collaborateurs et que ce ne soit pas simplement une checklist à cocher de décisions opérationnelles qui sont prises. Super, Margot. Et, du coup, je me souviens qu'au départ, nous avions fait une réunion de lancement. C'était tout le monde était embarqué. Et finalement, c'est vrai que on a réussi à garder tout le monde motivé. Mais il y a certaines sensibilités et certains niveaux de motivation différents dans les équipes. Mais finalement, c'est vrai qu'on a réussi à aboutir à peu près au même moment pour tous les hôtels. Donc, grosso modo, au bout d'un an, on avait réussi. Est-ce que tu vois des facteurs clés de succès pour que finalement, malgré ces différences de sensibilité, au bout d'un an, on ait réussi à aboutir même en interne? Est-ce que tu vois des choses qui sont bien passées, qui peuvent apporter quelques lumières aux personnes qui nous écoutent et qui ne sont jamais lancées dans le projet, dans ce type de projet? Je pense que déjà, le travail à 3, c'était un facteur de succès. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment tout le savoir-faire, toute la pédagogie qui venait de Swarm Initiative. Nous, on était placés en intermédiaire avec nos directeurs d'hôtel, donc étaient nos publics vraiment très opérationnels aux côtés de Pedro et ses équipes. Et quelque part, ce qui a créé du succès, je pense, c'est aussi pour apporter un regard très opérationnel entre ce qui émanait de Swarm Initiative et ce que réceptionnaient les directeurs. Et je pense qu'on évoquait tout à l'heure le sujet des convictions. C'est vrai qu'on peut changer les convictions de personnes qui vont être plus ou moins réceptives à ces engagements écolabels, mais nous, on avait aussi un rôle de pouvoir apporter, de mettre en lumière d'autres effets positifs au-delà de ces convictions. Je pense à l'aspect, par exemple, économique, donc d'un directeur qui va être peut-être un peu moins convaincu du sujet, qui va aussi voir l'intérêt économique que ça peut apporter à son exploitation. Et donc, je pense que ça a été de pouvoir reformuler peut-être parfois certains sujets ou en tout cas adapter certains sujets à notre mode de fonctionnement pour vraiment s'assurer que quand on livre ce sujet aux directeurs qui vont ensuite l'animer au quotidien auprès de leurs clients, auprès de leurs collaborateurs, ce soit vraiment adapté aux problématiques du quotidien. Et c'est vrai que parfois, d'un sujet assez théorique ou assez dense, il faut apporter, rationaliser, apporter un peu de bon sens opérationnel à certaines problématiques. Donc, je dirais que ça a été ce travail peut-être en trio qui a été un facteur de succès dans ce qu'on a déployé. Super. J'en profite parce que là tu mettais l'accent vraiment sur cette gouvernance à trois. Et finalement, il y a un quatrième acteur très important qui est AFNOR, qui arrive en bout de chaîne
pour faire la certification, il y a une question, et je pense que la gouvernance n'est pas toujours claire. Il y a une question dans le chat sur est-ce qu'il y a CAFNOR qui peut accompagner sur ces projets. En fait, le projet, il nécessite pas d'avoir des consultants, par exemple, mais les consultants, ce n'est pas AFNOR. AFNOR est là pour faire l'audit de certification finale, a vraiment ce rôle. Pendant tout le reste du projet, c'est l'hôtel qui doit s'assurer de mettre en place l'ensemble des actions qui le permettent d'être conforme au référentiel. Et pour cela, il peut se faire accompagner par un consultant indépendant, par un cabinet de conseil, comme c'est notre cas. Tout ça avec l'aide de l'ADEME si l'hôtel est éligible. Donc, si c'est une TPE ou une PME, l'ADEME prend pratiquement en charge l'ensemble des frais, donc à 80%. Donc, il y a vraiment cette gouvernance à comprendre. L'hôtelier qui mène tout le projet il se fait accompagner, l'ADEME qui l'aide financièrement, et finalement AFNOR qui arrive en bout de chaîne pour réaliser l'audit de certification et décider si l'hôtel est conforme ou non à un référentiel qui est défini par la Commission européenne. J'espère avoir correctement expliqué, mais Laure Garcia reviendra sur le sujet Oui, par la suite. d'ailleurs, je vais faire la transition parce que les temps Merci filent. beaucoup. Parfait, parfait. Ben, merci beaucoup Margot et ravi d'avoir pu contribuer. Merci. Et je rappelle aussi, on aura le temps de répondre aux questions aussi à la fin du webinaire. D'accord, ok. Je vais laisser du coup la parole, merci Margot et Pedro, je vais laisser la parole du coup à Laure Garcia de l'AFNOR qui va vous représenter le processus justement de certification et après j'enchaînerai avec les aides ADEME très rapidement et on pourra passer par Sylvia aussi de la commission et on pourra faire le temps d'échange sur les questions. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais être très brève, puisque beaucoup de choses ont été dites et je pense que les témoignages parlent d'eux-mêmes. C'est beaucoup plus pertinent. Après, voilà, je vais aborder très rapidement un peu tous les aspects un peu plus processus, mais vous pourrez revenir vers moi si vous avez besoin. Donc, moi, je suis donc responsable de marché tourisme durable. Je gère différentes prestations qui sont liées au développement durable sur ce marché, notamment l'écolabel européen qui est en plein développement actuellement, en plein déploiement. Et c'est pour ça qu'on organise ces webinaires, parce qu'on a énormément de demandes aujourd'hui. Donc, alors, AFNOR, vite fait, en quelques mots, 4 grands métiers. Vous avez bien sûr l'élaboration des normes volontaires, puisqu'il faut qu'on soit quand même influenceur sur le marché. Donc, nous sommes l'opérateur français qui travaille énormément sur cette partie normalisation volontaire. Ensuite, nous avons une partie, une fois que les normes sont publiées, une fois que les normes existent, il faut qu'elles soient publiées. Donc, nous avons AFNOR Édition pour la partie réglementaire sur les normes. Ensuite, une fois qu'elles sont publiées, il faut bien former aussi sur les normes. Donc, on a une partie formation, pas une partie conseil, une partie formation sur la base des normes. Et enfin, intervient l'organisme de la partie certification, puisqu'une fois que ces normes elles sont sur le marché, parfois il y a une certification à la clé. Et donc, nous organisons la certification des différentes normes et labels. Donc, nous intervenons donc sur différentes prestations, notamment l'écolabel européen, mais aussi des marques ENEF, les normes ISO 20121 pour l'événementiel, le label engagé RSE, les ports propres, le label titre maître restaurateur, voilà. Restaurateur, nous sommes sur toutes les marques du tourisme aujourd'hui qui sont officielles et reconnues. Tu peux passer à la suivante, Cécile. Donc, pour qui est l'écolabel européen, donc hébergement touristique, vous l'avez compris. Alors, pourquoi cette slide? C'était juste pour dire que l'écolabel européen, effectivement, à partir du moment où un établissement a une vente de nuitée, ça peut paraître un peu réducteur, il est éligible, mais il n'y a pas que cette nuitée, que la partie hébergement touristique en tant que telle, la vente de nuitée qui est comprise. Il va y avoir aussi tous les services annexes, notamment les services de restauration, les installations de culture physique, s'il y a des espaces verts, s'il y a des salles de séminaire. Voilà, on va prendre autour tous ces éléments-là qui sont cadrés donc dans le référentiel et on va certifier donc l'intégralité. Alors différemment si l'établissement est propriétaire ou pas des services annexes, mais on intègre bien tous ces éléments-là. Donc c'est bien sûr, comme disait tout à l'heure Céline, pour les hôtels, les campings, les gîtes, les villages vacances, les auberges de jeunesse, etc. C'est vraiment ouvert à tout type d'établissement.
Tu peux passer. Donc, le référentiel écolabel européen, c'est 67 critères répartis en 5 catégories. Alors, attention, 67 critères, il ne faut pas croire que c'est énorme. En finale, nous avons 22 critères obligatoires. Ces critères obligatoires, alors, je viens aussi un peu pour dédramatiser notre cahier des charges qui peut paraître un peu lourd. On entend souvent dire que « Ouh là là, c'est compliqué quand on voit le référentiel, etc. » Effectivement, au départ, c'est une décision européenne. Donc, il y a beaucoup de textes dans le document officiel. Mais en final, il faut regarder le critère. En fait, il faut regarder l'essence même du critère, quel est le libellé du critère. Et ensuite, vous aurez le détail et les éléments de preuve qu'on demande. Donc, vous avez la partie gestion générale. Pourquoi? Parce qu'on va commencer avec la gouvernance, on va commencer avec le pilotage. Pedro, lui, disait qu'il finit par la gouvernance quand il accompagne. Nous, effectivement, on commence dans le référentiel en disant il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Il faut que la démarche soit pilotée. Il faut, comme disait Céline, qu'il y ait une vision, qu'il y ait une volonté de s'engager. C'est une démarche volontaire, je tiens à le signaler, même si c'est une démarche qui est officielle, c'est l'établissement qui décide de s'engager. Et donc, automatiquement, on va commencer avec cet aspect gestion générale. Ensuite, on va rentrer dans les critères qui vont vous paraître assez classiques, qui sont la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la gestion des déchets, et ensuite les autres critères, puisqu'on n'a pas des thématiques pour chacun des critères. Donc, 22 critères obligatoires qu'on vous demande de respecter. S'ils sont éligibles au sein de votre établissement, attention, si un critère n'est pas, si vous n'êtes pas éligible à un critère, vous ne pouvez pas y répondre parce que ce n'est pas applicable. On n'est pas censé se positionner sur ce critère-là. Et ensuite, vous allez avoir des critères aussi qui sont éligibles à partir du moment où vous êtes déjà certifié. Parce que l'écolabel est quand même très bien fait. Il faut quand même le souligner. On ne vous demande pas de tout réinvestir, de tout jeter, de tout repenser. Effectivement, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous connaissiez votre établissement. Quel est l'objectif de ce, comme vous disiez, c'est un outil de pilotage. Les témoignages que l'on a aujourd'hui de nos clients, c'est de dire, eh bien, en fait, je me rends compte que je ne connaissais pas mon établissement. Effectivement, c'est cette partie qui va vous paraître un peu chronophage au départ, parce qu'il va falloir se poser des questions et se dire, mais quelle est la chaudière que j'ai au sein de mon établissement? Quelles sont les ampoules que j'utilise au sein de mon établissement? Quels sont les produits que j'utilise? Etc., etc. En fait, c'est beaucoup de questions en amont de la démarche, mais il faut vous les poser si vous voulez vous maîtriser beaucoup, si vous voulez maîtriser aussi tout ce qui est impact environnemental. Donc, la gestion générale est un gros poste, comme on vous disait tout à l'heure. Et donc, automatiquement, ensuite, on va décliner des éléments. On ne réinvestit pas tout. On va parfois maintenir ces équipements. Et s'il faut les changer, là, automatiquement, le référentiel exige que vous respectiez le critère si vous changez d'équipement, puisqu'on va vous demander de prendre des équipements qui sont plus respectueux de l'environnement. Voilà, ce sont des choses qu'on vous explique quand vous prenez contact avec nous. Comme disait Pedro, effectivement, on arrive en tout début de démarche, parce que souvent, vous venez nous poser les questions et on est là pour pour répondre à toutes vos questions. Après, effectivement, quand vous faites votre accompagnement, on est toujours présent si vous avez besoin de comprendre un critère, si vous avez des questions, etc. Mais comme on ne peut pas être jugé parti, comme disait Céline Scheuer en début c'est un label de type 1, on ne peut pas dire on vient mettre en place la démarche chez vous, on peut vous aider à la compréhension des critères, mais on ne vient pas mettre en place. Malheureusement, ce n'est pas notre métier, bien que ce soit passionnant, mais à la fin, on va venir vous auditer et prendre une décision, donc il faut quand même qu'on reste un peu indépendant par rapport à ça. Donc, les 22 critères obligatoires sont posés. Ensuite, vous allez avoir 45 critères optionnels qui vont être sur les mêmes thématiques que les critères obligatoires. Ça vous permet d'aller plus loin. Et comme on disait tout à l'heure, l'écolabel européen, ce n'est pas juste one shot, c'est pas je suis certifié, ouf, je suis tranquille, j'ai tout mis en place. Non, non, on va vous demander de mettre, c'est un outil de pilotage et d'amélioration. On vous demande dès le départ de prévoir un plan d'action qui sera fait sur 2 ans. Alors attention, encore une fois, un plan d'action avec des réflexions sur 2 ans, c'est pour vous aider un petit peu à rester dans cette dynamique-là. Il n'y a pas une obligation de résultat, il va plutôt y avoir une obligation de réflexion. Il y a des actions que vous allez vouloir mettre en place, que vous allez atteindre au bout des 2 ans. Certaines seront peut-être arrêtées, certaines seront peut-être reportées. Mais c'est pour vous dire que vous êtes vraiment dans une dynamique qui vous permet de dire je maintiens un peu cette démarche. Et pour moi, elle fait partie de la vie courante de mon établissement. Donc, voilà pour les critères. Donc, pour les critères optionnels, ça, on vous donnera plus de détails. Pour être certifié, il vous faut obtenir un certain nombre de points optionnels qui vont plus loin que les critères obligatoires. On va vous demander peut-être d'aller un petit peu plus loin dans l'information que vous donnez à vos clients sur la partie peut-être biodiversité, intégration d'informations environnementales.
Et on va sur les territoires, sur les produits bio, sur les débits de vos robinets. On vous demande d'aller un peu plus loin. Donc, ce sera à vous de vous positionner. C'est votre choix. Il faut juste obtenir le nombre de points requis. Et souvent, vous allez au-delà parce qu'une fois que vous êtes lancé dans cette spirale, vous voulez toujours aller plus loin et c'est très positif. Tu peux passer. Donc, on a beaucoup de chance en France. On est le premier opérateur, on est le premier pays avec le plus grand nombre de certifiés écolabels européens en hébergement touristique. Pourquoi? Parce que déjà, on essaie d'être très dynamique, qu'on n'avait pas non plus de label national qui était porteur. Donc, l'écolabel européen, pour nous, c'est présenté de fait comme étant le label à lancer. Donc, puisqu'il est porté par le ministère, par l'ADEME, par la Commission européenne et puis bien sûr par l'AFNOR avec la mission d'organisme de certification. Donc l'Ecolabel Toolbox, on a beaucoup de chance, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un outil qui a été financé par l'Europe, mais qui a été développé par l'ADEME en France. Il va vous permettre de créer gratuitement votre compte. Il n'y a aucune obligation d'utilisation, mais on vous le conseille fortement. Vous allez créer votre compte, vous allez pouvoir trouver des fiches, des informations. Il est beaucoup utilisé par les cabinets de conseil, notamment Swarm Initiative l'utilise exclusivement parce que c'est un bon outil. Après, même si après The Swarm, Pedro a des outils bien spécifiques de formation sur d'autres aspects, mais là, ça va vous permettre de bâtir votre plan d'action pour dire où j'en suis sur chaque critère, puisque vous avez une partie autodiagnostique qui vous permet de vous positionner sur chaque critère. Excusez-moi. Par contre, attention, quand on parle du plan d'action, c'est le plan d'action de mise en place de la démarche. Ce n'est pas le plan d'action qu'on va vous demander ensuite quand vous êtes dans la notion de pilotage de votre démarche dans le temps, c'est-à-dire une fois que vous êtes certifié. Donc, est-ce que je peux laisser 2 minutes? Je suis désolée, on est un peu en retard. J'aimerais qu'on garde un peu de temps à la fin pour les questions-réponses. OK. Donc, voilà. Donc, l'Ecolabel Toolbox, c'est un outil. Allez-y, créez votre compte, c'est gratuit. Tu peux aller à la suivante. Je crois que j'ai bientôt fini de toute façon. Voilà. Donc, le processus de certification, il est simple. Vous prenez contact avec nous. On vous envoie un dossier de demande. On vous fait, si vous le souhaitez, donc, vous lancez un devis. Ensuite, une fois que vous avez retourné votre dossier de demande et votre devis signé, on va faire une recevabilité de votre demande. C'est-à-dire qu'on va regarder, une fois que vous êtes prêt, donc hop, vous prenez contact avec nous bien en amont. Ensuite, vous êtes accompagné, vous mettez en place la démarche, vous voyez comment vous souhaitez faire avec l'ADEME, avec un cabinet de conseil comme Swarm Initiative. Et ensuite, donc vous nous envoyez tous vos éléments de prêt via la toolbox, mais on n'a pas accès à votre toolbox. C'est juste quand vous êtes prêt, en un clic, on reçoit un message. On peut télécharger vos éléments de preuve, on va faire une instruction de tous vos éléments de preuve, on va étudier vos éléments et on va vous faire une lettre en vous disant, au vu des éléments que vous nous avez présentés, le jour de l'audit, voilà les points qui nous paraissent un peu manquants, mais l'auditeur est là pour venir rebalayer tous les critères et faire un audit. Donc, il y a un audit d'une journée. Une fois que l'audit est réalisé, vous avez des non-conformités, pas de non-conformités, rien de dramatique si vous avez des non-conformités, ça peut être normal, c'est le début et puis vous ne pouvez pas avoir pensé à tout, mais ce qu'il faudra, c'est juste les lever. En général, c'est quelque chose qui se fait assez simplement puisque c'est juste des petits éléments manquants et des problèmes d'interprétation. Donc, vous avez un audit. L'audit avec un rapport. Vous allez lever les non-conformités s'il y en a. On met en dossier de décision, nous prenons la décision et là, vous êtes certifié. Donc, vous obtenez le droit d'usage de la certification, vous obtenez un numéro de licence puisque il y a un numéro de licence. Pourquoi? Parce que c'est ce qui prouve que vous êtes certifié. Vous ne pouvez pas utiliser le logo Ecolabel tout seul. Il faudra que vous mettiez votre petit numéro de licence en dessous. Ensuite, vous obtenez donc ce certificat et on reviendra tous les 2 ans. Comme je vous disais, gardez cette dynamique avec votre plan d'action puisque tous les 2 ans, on reviendra vous voir pour cette certification. Donc, Pedro parlait, ou Céline parlait de 1 mois, 6 mois. Alors, nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'en général, un dossier d'accompagnement, c'est minimum 4 mois. Après, nous, quand on reçoit votre demande, on aime bien avoir 2 mois pour pouvoir instruire votre demande, trouver l'auditeur et aller pouvoir vous auditer. Et ensuite, la certification peut aller très vite. Il suffit que vous leviez les écarts. En général, on vous donne 15 jours, 3 semaines pour les lever, mais ça peut aller très vite. Voilà. Donc, on revient tous les 2 ans. Et la date de fin de validité, attention, de votre certificat, c'est la date de fin de validité de la décision européenne. C'est un peu technique, puisqu'une décision européenne, elle est valable pour un certain nombre d'années et souvent, elle est prolongée jusqu'à ce qu'elle soit révisée, puisque les critères vont être évolutifs dans le temps. On entrera en révision dans quelques temps pour justement améliorer les critères et toujours rester au fait du marché et des évolutions techniques. Tu peux passer. Je vais Du coup, non, je suis désolée, du coup, je pense qu'on va passer direct parce que sinon, on n'aura pas le temps pour le temps d'échange. Si ça, je sais pas. vous aurez les... De quoi? Je ne savais plus ce qu'il y avait. Bon, voilà, l'état des lieux, les outils et
Tu peux passer à la dernière. Je sais plus. Et ensuite, voilà, il y a un site Écolabel. Ensuite, vous avez des contacts en région. Et si vous avez des questions pour l'aspect plus global au niveau national, voilà, je vous présente l'équipe Écolabel. Voilà, je passe la parole. Désolée, j'ai essayé de faire au plus vite. Mais non, mais pas de problème. marathon. Merci. Je vais aller très très vite. Enfin bon, tout ça pour dire aussi pour renuancer un petit peu Céline Montero, sur les 500 heures, on a un partenariat particulier avec la Ligue de l'enseignement qui fait que en fait ils font le développement de l'écolabel en interne. Par contre, nous, on aide, en gros, comme The Swarm Initiative, et il y a d'autres BE qui participent également à l'accompagnement en vue de l'obtention de l'écolabel, on peut accompagner, tout le devis autour de l'aide à la mise en œuvre de l'écolabel européen. Donc, Pedro on a bien parlé, c'est-à-dire l'interprétation du référentiel, l'accompagnement dans le processus. Et que ce soit pour les TPE et les PME, on peut aider de 80 à 70% sur une enveloppe qui est au maximum de 12 000 euros. Donc, ce qui peut vous permettre, en tout cas, de faire appel à un prestataire externe pour vous accompagner dans toute la démarche de certification. On en a parlé pas mal, je ne vais pas revenir dessus. Et on vous aide aussi, on peut vous aider aussi sur la certification. En gros, on vous paye 80 à 70% de votre première certification. Donc, pour une première mise en marche de l'écolabel européen, en gros, vous pouvez estimer qu'on vous prend 80-70% de vos de l'investissement, que ce soit externe ou interne, grâce aux aides qu'on appelle les aides tremplins. Et on a déjà beaucoup d'établissements, comme je vous le disais, qui ont pu bénéficier de ces aides. Je passe très très vite pour laisser la parole à Sylvia. En gros, de toute façon, vous aurez les diapos, comme je vous l'ai dit. Il faut faire une demande de devis à un prestataire et auprès de l'AFNOR. Vous déposez le dossier sur le site de l'ADEME via un tableur Excel que vous voyez là en screenshot. Il y a des actions à remplir, mais a priori, c'est très simple. Et vous redéposez sur le site de l'ADEME et hop, ça part dans les tuyaux chez nous. Voilà. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions parce qu'on passe un peu vite. Et pour conclure le webinaire et ensuite on passera au temps d'échange, je vais laisser Sylvia terminer ce webinaire. Sylvia, si tu peux, en 5 minutes max, clôturer. Oui, je vais faire vite juste pour conclure. Je pense qu'on a vu aujourd'hui que les voyageurs sont de plus en plus à la recherche des hébergements touristiques à faible impact environnemental. Et je pense que de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, l'écolabel européen est le meilleur choix pour certifier que votre établissement est vraiment durable. Next. Oui. Et pourquoi? En fait, on a vu que l'écolabel européen favorise une véritable durabilité. Et il n'est pas seulement une certification fiable qui garantit une excellente performance environnementale de l'hébergement touristique, mais aussi c'est une façon de permettre aux acteurs du marché, du coup les consommateurs, mais aussi les établissements eux-mêmes, de participer activement à la transition vers une économie circulaire, propre et neutre en carbone. Prochaine slide. L'écolabel européen est un bon investissement pour votre entreprise. Il a été expliqué tout à l'heure que la certification attire les voyageurs provenant de toute l'Europe qui connaissent le logo. Et on a aussi fait récemment un sondage européen qui montre que la connaissance et la reconnaissance du logo est en train d'augmenter en toute l'Europe. Céline a expliqué aussi comment l'engagement environnemental fidélise les clients et motive le personnel qui font partie d'un grand projet et donnent dans la contribution dans des enjeux plus globaux. Mais aussi, on a été dit à plusieurs reprises que des économies environnementales apportent aussi des économies financières, des économies sur les dépenses en énergie, sur les taxes des déchets et tout ça. Prochaine slide. Un autre point que je voulais apporter en plus, c'est que l'écolabel européen est conforme à la nouvelle et la future législation sur le label de durabilité. On a une importante directive qui vient de sortir en mars cette année, qui est la directive pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte, qui reconnaît l'écolabel européen comme une fiable certification tierce autorisée sur le marché.
tandis que les labels de durabilité non basés sur un système de certification ou non établis par les autorités publiques seront interdits. Et en plus, cette législation reconnaît l'écolabel européen comme l'un des seuls moyens de démontrer des allégations génériques sur l'excellence environnementale globale, qui sinon sera interdite. Du coup, si vous souhaitez que votre hôtel soit qualifié comme vert ou respectueux de l'environnement écologique, il devra recevoir l'écolabel européen ou un label national ou régional officiellement reconnu. Et en plus de ça, on est en train à niveau européen, on est en train de travailler sur une autre directive qui s'appelle la directive sur les allégations écologiques. Et l'écolabel européen est exempté de cette directive parce qu'il est déjà réglementé par une législation européenne très similaire. Du coup, nous, on s'attend que le marché sera un petit peu, on va dire, nettoyé de tous les labels qui existent aujourd'hui, les labels qui ne sont pas fiables, hein, parce qu'aujourd'hui, on a même dans le secteur touristique, on a des centaines de logos, des allégations environnementaux et tout ça. Et seulement les plus fiables resteront et certains d'entre eux devront s'adapter à la nouvelle loi, mais on est sûr que l'écolabel est déjà reconnu et qu'il va rester tant qu'il est. Prochaine slide. Et du coup, on a vu que les numéros d'établissements est en train d'augmenter en France. En Europe aussi, on a plus de 700 établissements qui sont certifiés. Mais nous, on est en train de mettre tout en place pour augmenter le nombre et la visibilité des hébergements touristiques. On fait des activités des communications à niveau pas seulement national, mais aussi à niveau européen. On a un catalogue du label écologique de l'Union européenne qui a été aussi partagé dans la chat. On a une base de données gratuite sur le portail des données ouvertes de l'UE qui permet aux autres les plateformes de prendre les données sur les données publiques sur le label écologique. On a un site internet, on publie vraiment fréquemment des articles sur notre site web ou sur les réseaux sociaux et tout ça. Et comme on avait dit au début, on est aussi en partenariat avec des grands acteurs du marché, les grandes plateformes de réservation, parce qu'on les pousse un petit peu à montrer sur leur plateforme quand les labels a été obtenu par certains hébergements et pour rendre aussi de plus en plus visible. Comme ça, les consommateurs pourront choisir leur hôtel, leur hébergement aussi sur le fait qu'il soit certifié ou pas. Et en plus, il y a d'autres initiatives européennes comme le Sustainable Consumption Pledge ou le Tourism Transition Pathway où c'est possible de s'engager si on veut augmenter la visibilité de l'économie européenne. Et tout ça parce que nous souhaitions non pas seulement augmenter l'offre des services écolabellisés, mais nous voudrions aussi que les efforts de structures qui ayant choisi une certification d'excellence soient vraiment récompensés. Et moi, je m'arrête ici parce que je vois qu'il est tard et qu'on a besoin aussi un peu plus de temps pour toutes les questions qui sont dans la chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'arrête le partage. Je ne sais pas, Théo, si moi, je n'ai pas pu regarder les questions. Si tu peux peut-être commencer par une première question. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de questions dans la conversation et dans l'onglet questions et réponses. Donc, une première, ce serait, j'essaie de les prendre dans l'ordre hein, et de les synthétiser quand certaines se répètent. Pour une structure comme des chambres d'hôtes, est-ce que l'écolabel est compliqué à obtenir? D'autres questions sont également, s'intéressent également au sujet sur les petites structures. Est-ce que finalement, quand on est une TPE-PME, une petite structure touristique, c'est compliqué à obtenir l'écolabel? Laure, peut-être.
Oui, donc comme je vous disais tout à l'heure, les l'écolabel européens concernent toutes les structures, quelle que soit leur taille. Et effectivement, il y a un travail, toujours un travail pour obtenir l'écolabel européen, comme on a expliqué, que ce soit une petite structure, une grande structure, il va falloir mettre en place des choses. Quand c'est une petite structure, ben, c'est plus souvent la personne qui gère la chambre d'hôte qui met en place. Après, il y a l'aide de la toolbox. Non, c'est pas impossible. Au contraire, on a un peu plus d'une cinquantaine de gîtes et chambres d'hôtes qui sont écolabels aujourd'hui. Et les petites structures, que ce soit une TPE, en fait, nous, on a mis en place effectivement une tarification qui est adaptée pour les toutes petites structures pour justement que ça soit moins lourd à porter et pour leur permettre aussi de se faire certifier. Et après, je ne sais pas, peut-être par rapport à l'intervention de Céline Montero, la Ligue de l'enseignement, finalement, ça arrive quand même, même s'il y a un réseau national, on s'adresse quand même à un réseau associatif avec des petites structures finalement qui ont réussi à mettre en place l'écolabel européen. Alors en interne, donc c'est vrai que ça a été très chronophage, mais encore une fois, on accompagne aussi. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une question sur les diapositives, donc elles vous seront bien envoyées. Mais vous pouvez voir entre les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, on a effectivement pas mal de gîtes et chambres d'hôtes qui se sont lancés dans la démarche. Et comme quoi même des structures associatives où il y a finalement peut-être peu de moyens à passer sur ces sujets-là, arrivent à se lancer dans l'écolabel. Une question qui vient ensuite, c'est au sujet des entreprises enfin des porteurs de projets qui ne sont pas des TPE, PME. Est-ce qu'elles sont éligibles à l'écolabel? Ah oui, elles sont tout à fait éligibles à l'écolabel. Là, on parle juste du fonds tremplin. C'est vrai que je ne l'ai pas noté. Pour tout ce qui est considéré comme grande entreprise, en fait, c'est au cas par cas. Il faut demander une aide spécifique aux directions régionales de l'ADEME. Et ça se fait au cas par cas en fonction des budgets disponibles en région. Donc voilà, et il ne faut pas hésiter en tout cas à déposer un dossier directement et prendre contact avec les directions régionales de l'ADEME. Vous pouvez me contacter directement et moi je vous remettrai en lien. Et s'il y a du budget, il est possible aussi de pouvoir il est possible d'aider les grandes entreprises. Parce que notre objectif, c'est vraiment de pouvoir développer ce label. Donc nous, on est à fond pour, pour accompagner les personnes qui sont partantes. Beaucoup de questions sur la complémentarité ou les différences avec le label Clé Verte. Certains souhaitent savoir, par exemple, s'ils sont déjà labellisés Clé Verte, est-ce que l'effort à fournir en nombre d'heures, par exemple, sera conséquent pour l'écolabel. Certains s'interrogent sur la complémentarité justement entre l'écolabel et Clé Verte. Je parle Laure, si... Ouais, ok, donc, en fait, comme vous disiez Céline tout à l'heure, l'écolabel européen va plus loin. En fait, on a un niveau d'exigence qui est. Alors attention, quand on parle de niveau d'exigence, il ne faut pas non plus en avoir peur. C'est qu'on va plus loin. Par exemple, si vous prenez des critères par exemple sur le gaspillage alimentaire, nous on est assez intransigeant. C'est-à-dire que lors de la dernière révision, l'ADEME avait vraiment appuyé les éléments sur le gaspillage alimentaire. Et nous, on ne va pas accepter de produits, par exemple, emballés au petit déjeuner, sauf quelques exceptions, alors que le label Clé Verte va autoriser au moins 5 produits emballés. Donc, on va vraiment, ça peut pas vous paraître du détail, mais on est un petit peu comme ça sur pas mal de critères. Donc, effectivement, on va plus loin. Et puis, on ne se positionne pas de la même façon, puisqu'on n'accompagne pas la démarche. Donc, nous, on arrive vraiment en tant qu'organisme de certification et l'accompagnement, il se fait de façon indépendante. Moi, j'aimerais bien, pardon, j'aimerais bien compléter sur ce sujet-là. Ah, vas-y, Céline, pardon, désolé, j'avais pas vu. Non, je t'en prie. C'était juste pour dire qu'il ne faut pas voir l'écolabel, il me semble, comme une fin en soi, mais comme ce que ça peut apporter comme outil de management environnemental. Et en fait, l'exigence qui est demandée oui, il y a une forme d'exigence, mais qui est tout à fait atteignable, mais qui va vous permettre de monter d'un cran dans la durée, dans la manière dont vous allez mettre en œuvre votre gestion environnementale. Et en fait, faut vraiment, je pense, le voir de ce point de vue-là. C'est-à-dire que tout l'effort qui va être demandé pour la mise en place de cet écolabel, ça va se pérenniser dans le temps et ça va ça va vous apporter des bases solides. Et ça, peut-être un label moins exigeant, ça va être plus facile à obtenir, mais ça va être
plus fragile votre projet et peut-être moins. Voilà, enfin, comment dire? Oui, c'est ça, cette exigence-là, elle va vraiment vous mettre sur des bons rails pour l'avenir, quoi. Moi, le complément que je voudrais apporter, parce que presque tout a été dit, c'est vraiment sur la gouvernance. C'est qu'en fait, à partir du moment où vous pouvez aller dans plusieurs hôtels clés vertes et vous trouvez toujours des choses différentes, c'est-à-dire que le référentiel, il peut être le plus robuste, le plus strict que vous voulez, mais s'il n'est pas appliqué de manière homogène partout, en fait, la valeur du label, elle est réduite. Et le gros avantage de l'écolabel, c'est que l'AFNOR essaye de faire en sorte que tous les hôtels soient audités et évalués de la même façon. Et ça, c'est vraiment un signe de robustesse et c'est vraiment très important pour envoyer des signaux positifs et forts vers l'extérieur quand vous communiquez avec vos investisseurs, vos clients, votre banquier ou n'importe qui, n'importe quelle partie prenante intéressée par ce que vous faites. Et peut-être, dernier mot, on va passer à la question suivante, mais encore une fois, on l'a rappelé, l'intérêt de l'écolabel européen, c'est aussi qu'on ait une certification officielle européenne. Donc, on a quand même un degré d'ambition et de rigueur un peu au-dessus, quoi. Théo, je peux te laisser. Oui, tout à fait. Une question, quel est le premier contact pour se renseigner, se lancer dans la démarche? ADN, AFNOR, bureau d'études, et où le trouver? Alors, ça va dépendre un petit peu ce que vous souhaitez. Déjà, vous pouvez quand même prendre contact avec l'AFNOR. C'est toujours bien que vous preniez contact avec nous. Dans les slides, vous verrez, vous avez les contacts. Et nous, effectivement, on peut vous orienter. De toute façon, quand on vous répond, on vous envoie toujours le contact de l'ADEME régionale, puisque avec Céline, on a travaillé ensemble sur des tableaux de contact. Donc, nous, on peut vous mettre. Après, vous pouvez contacter directement l'ADEME si vous souhaitez en première étape. Mais en tout cas, voilà, on fait corps. Et si vous nous contactez, on vous renverra vers l'ADEME. Si vous contactez l'ADEME, ils vous renverront vers nous, je pense. Et de la même façon, on peut vous envoyer, si vous le souhaitez, vers des cabinets de conseil que l'on connaît et qui sont aguerris, qui travaillent bien, comme The Swarm Initiative, par exemple. Voilà. Merci. Il n'y a pas de mauvaise réponse de toute façon. En fonction, on redonne les contacts pour démarrer le projet. Une question, s'il y a une évolution du label et que nous sommes déjà certifiés, devons-nous refaire toute la démarche de certification et repayer l'ensemble de la procédure? Alors, s'il y a une révision de référentiel, normalement, on devrait rentrer en révision quand même d'ici l'année prochaine ou 18 mois. Nous n'avons pas encore de date précise. Je ne sais pas si Sylvia, tu as une date précise. De toute façon, cette révision, elle prend un certain temps. Oui, effectivement, à partir du moment où il y a une révision de référentiel, si les critères évoluent, on va vous demander de travailler sur les nouveaux critères. Après, on vous demande pas de tout refaire, puisque déjà la base, comme disait Pedro, comme disait Céline, il y a une base qui est posée. On va vous demander juste de mettre à jour, de vous mettre à jour sur les nouveaux critères. Alors, repayer, vous, en fait, on essaiera de caler le renouvellement sur la nouvelle version sur un audit, puisqu'on a un audit tous les 2 ans. Lorsqu'il y a une révision des critères, on ne vous demande pas de passer à la nouvelle version dans le mois qui suit. On vous donne en général un certain temps pour justement que vous ayez eu le temps d'avoir un audit pour revenir sur les nouveaux critères. Voilà. Donc, on ne refait pas toute la procédure, on la met à jour, effectivement, et on se recale sur un audit avec les nouveaux éléments de preuve que vous nous aurez transmis sur les nouveaux critères. Voilà. Si je peux aussi répondre à la question, en fait, les prochains critères, on va travailler sur une nouvelle version des critères à partir de l'année prochaine, mais il faut à moins 2 ans et demi pour avoir le travail conclu. Et du coup, les critères actuels vont être valides au moins jusqu'à la fin de 2027. Du coup, et après, il y a toujours un temps de transition pour passer aux nouveaux critères. Et du coup, même les hébergements qui font l'effort aujourd'hui vont avoir leurs critères valides pendant au moins 3 ans, je dirais.
Et oui, nous associons tout le monde, en fait. Donc, avec l'ADEME, nous portons la position française. Donc, automatiquement, on fait une enquête. On questionne tous nos certifiés. On questionne aussi les cabinets de conseil. On va questionner, en fait, tout l'écosystème sur les critères. On va demander à l'écosystème d'aider, de faire des commentaires. Ces commentaires-là, on les portera, nous, avec l'ADEME et le ministère auprès de la Commission européenne. Et il se peut, on a fait ça lors de la dernière révision, qu'on emmène avec nous un hôtelier, un camping, une chambre d'hôtes, si elle le souhaite, pour justement défendre certaines positions lors d'une réunion bien précise. Voilà, donc ou même un cabinet de conseil d'ailleurs. Donc oui, on questionne. C'est vraiment basé sur comme vous dites, sur des réflexions qui sont quand même solides. Donc on ne va pas faire notre révision dans notre coin. Chaque pays va interroger son écosystème et ensuite il y a des études. Ça va servir. Il y a aussi des études au niveau de la Commission européenne et tout ça est mis en fait ensemble pour pouvoir rédiger les nouveaux critères. Puis après il faut statuer parce qu'on va aussi des fois batailler sur les critères au niveau entre pays pour élever le niveau de critères et le mettre au niveau où on fait. Voilà. Peut-être une dernière question, Céline, si on a assez de temps. On va prendre la dernière question. Ça marche. Ou Quelle même est la deux. note Les gens sont ok. connectés. Enfin, si vous n'avez rien de prévu. Non, très bien. Très bien. Quelle est la notoriété de l'écolabel européen pour la clientèle internationale hors Europe? Eh bien, bonne question. Je peux répondre si vous voulez. En fait, ça dépend. Si c'est des clients particuliers, elle est restreinte. Par contre, l'ensemble des professionnels hors Europe identifient très bien l'écolabel comme un label robuste. Et par exemple, s'il y a des tours qui sont organisés ou des voyages collectifs qui sont organisés, les entreprises en charge de cette organisation-là identifient très bien l'écolabel. Et j'ai plusieurs échos, par exemple des États-Unis, etc., qui vont dans ce sens-là. Merci. Et existe-t-il un annuaire de solutions référencées écolabel, par exemple pour des fournisseurs ou des prestataires, pour faciliter justement la démarche d'accompagnement à la certification pour l'écolabel? Nous, on l'a, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on a en interne et on est en train de créer une plateforme juste à poser à la plateforme de formation où pour chaque critère, on a l'ensemble des solutions qu'on a identifiées et même le ROI de ces solutions-là. Mais on pourra discuter évidemment avec l'ADEME et les autres partenaires pour pouvoir rendre ça public. On n'a pas pour vocation à tout garder pour nous, donc à voir à l'avenir. Sinon, non. Et pour ce qui est des produits, nous avons également à AFNOR un annuaire sur tous les certifiés écolabel produits. Et puis, il y a le site ECAT aussi, le site de la Commission européenne, qui référence tous les certifiés au niveau européen. Donc pour les produits d'hygiène notamment et de nettoyage, c'est très très utile parce que parfois il faut chercher des produits écolabel, donc ils sont tous référencés. D'accord. Et peut-être du coup une dernière question. Avez-vous pris en considération les contextes écologiques de l'outre-mer dans l'écriture du cahier des charges du label? Moi j'ai un retour d'expérience là-dessus, mais je pense que Laure sera plus à même de répondre. Oui. De toute façon, effectivement, on intègre aussi les acteurs de l'outre-mer lors de la rédaction des critères. Donc oui, normalement, on a des certifiés à l'île de la Réunion, on a un certifié en Guadeloupe, donc oui, ils sont tout à fait éligibles, mais on prend effectivement leurs commentaires et lors de la prochaine révision, ils seront également interrogés. Donc oui, ils sont tout à fait dans le système. Tout à fait. Bon, il y a une limite. Je peux finir par une limite. C'est pas la meilleure fin, mais la biodiversité pourrait être mieux prise en compte pour les territoires d'outre-mer. Mais j'imagine que lors de la prochaine révision, la biodiversité sera plus prise en compte. Et ça, de toute façon, c'est bien connu. J'invente rien. Elle est dans les critères optionnels, mais on l'intégrera. L'objectif, c'est de l'intégrer dans les obligatoires pour la prochaine révision. Bien sûr. Parfait. Il y avait juste une dernière question parce que je vois qu'il y a l'intervention par rapport à Clé Verte, l'interdiction des labels reconnus par l'Union européenne. Je ne sais pas, Sylvia, à mon sens, Clé Verte ne sera pas interdit puisqu'il est quand même basé sur...
Oui, alors moi, je ne suis pas ici pour dire quels labels vont être interdits ou pas, parce que c'est à eux de voir s'ils sont conformes à la législation ou pas. Les législations que moi, je mentionnais, alors la première directive est déjà publiée et est en train d'être transposée à niveau national. Du coup, dans tous les cas, oui, les certifications qui qui sont pas basées pardon, les labels qui ne sont pas basés sur un système de certification seront interdits. Dès que je sache, la Clever est basée sur un système de certification, mais c'est à eux après de voir s'ils sont conformes à toutes les dispositions de la directive. Par contre, oui, les dispositions de la deuxième directive sur les allégations écologiques ne sont pas encore été publiées. Les travaux sont en cours entre le Conseil et le Parlement européen. Et du coup, on verra à la fin, quand cette directive verra publiée, vraiment les critères qui permettront de définir les labels qui peuvent rester sur le marché, les autres qui doivent être adaptés ou qui doivent être reconnus comme des labels fiables. Il y aura des autorités de marché qui seront chargées de vérifier que les labels respectent ou pas la législation. Et du coup, ce sera un peu plus tard qu'on pourra dire tous les labels qui vont rester, ceux qui vont être modifiés. Mais dans tous les cas, on sait que le label européen va rester tel qu'il est. Du coup, ça, c'est, je pense, le message plus important à donner aujourd'hui. Désolée, en fait, on a donné nos contacts, donc n'hésitez pas à reposer des questions, à nous reposer des questions en direct via mon adresse mail. Au pire, je refais passer aux différents intervenants en fonction. Mais on va s'arrêter là parce qu'il est 11h35. Déjà, merci aux témoins, merci de votre participation. Et comme je vous le disais, on va mettre en ligne le replay et les présentations. Je vais essayer de faire ça rapidement aujourd'hui ou demain. Vous seront envoyées. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas. On est disponible pour toute question complémentaire. C'est vrai que c'était très dense. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, donc on s'en excuse, mais on est disponible à la suite de ce webinaire. Voilà, pour y répondre. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.